conclure cette matinée, on accueille Francky Duchâteau, qui est responsable entreprise durable et territoire chez Agridé. Francky, merci. Francky va nous faire part de son expérience avec les entreprises et surtout de son sentiment et de son souhait peut-être. Non, l'autre. Allez. Donc bonjour à tous, merci à la PAT de notre association à vous pour cette journée. Pour ma part, je suis ni agronome ni agriculteur, mais je travaille pour l'agriculture depuis plus de 20 ans, enfin près de 20 ans, auprès de dirigeants de structures économiques et politiques qui permettent d'avoir un regard à la fois stratégique et puis aide à la décision. J'essaie de garder l'esprit de la PAT sous l'angle avoir un temps d'avance dans mon propos qui va me guider tout au long de mon intervention. Donc vous allez voir comment je peux procéder. Alors j'ai eu pour mission de vous placer, de discuter sur le rôle de la durabilité dans les stratégies d'entreprise, avec l'idée d'être entre anticipation et obligation. L'idée c'est aussi que quand on regarde bien les signaux faibles, on voit les choses arriver à l'avance plutôt que de les subir au pied du mur qui souvent nous les font percevoir comme des contraintes. Déjà, en termes de stratégie, j'ai fait en deux axes. J'essaie de donner un cadre sur la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui et un guide pour l'action. Alors, sans donner des leçons, bien entendu, mais moi, c'est une logique de structuration de l'action. En termes de compréhension, j'essaie de faire simple. Clairement, pour être assez clair, la science dit nous détruisons la planète de manière, alors ça a dit de manière très scientifique. J'ai repris la caricature. Beaucoup d'autres acteurs essayent de tourner un peu les mots dans tous les sens pour essayer de rendre complexe la chose. Mais si on est un peu en mode entre simplicité et complexité, on va parler de simplexité pour donner un discours compréhensible par le plus grand nombre. Alors là aussi, dans l'esprit, si on devait aussi donner quelques chiffres, vous savez, si on mettait l'histoire de l'humanité, de la planète à l'échelle de 24 heures, notre génération d'Homo sapiens est arrivée à 23h59, 53 secondes. Donc il reste 7 secondes encore derrière nous. Et les problèmes que l'on gère aujourd'hui de manière intensive sont la dernière milliseconde. Oui, en termes de projection dans l'histoire. Et l'effet d'accélération est quand même très fort, beaucoup plus fort que les problématiques qu'il y a eu dans les millions d'années précédentes. Alors en termes j'ai repris le cadre des limites planétaires qu'avait repris Jean-Pierre Sarthou au tout début. C'est l'un des référentiels scientifiques les plus utilisés aujourd'hui pour différentes raisons. Il a été créé il y a 15 ans par un groupe autour de chercheurs suédois qui donne en fait une vision systémique des problématiques qu'on a aujourd'hui, qui met notamment l'idée que le climat n'est pas le seul sujet. D'ailleurs, par rapport à ce schéma, on pourrait même croire que le climat, c'est le moins grave. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il avance le problème avance très très vite et il a beaucoup d'effets transversaux. Et dans ce cadre-là, l'agriculture serait responsable à 55% de ces dépassements de limites. Donc sur agriculture et système alimentaire, au sens large du terme, ça va être aussi démontré par des chercheurs il y a 4 ou 5 ans. Donc comme quoi notre secteur est quand même au cœur de différents enjeux qui dépassent le seul climat. Alors pour en centrer sur quelques-uns, j'ai juste pris le lien entre climat et biodiversité, parce que le climat donne aussi un effet de myopie, qui d'ailleurs pose des questions assez graves. Autant on sait que beaucoup d'actions sur le climat mal menées peuvent avoir de graves impacts sur la biodiversité, mais l'inverse n'est pas vrai. De bonnes actions sur la biodiversité auront toujours un bon impact sur le climat. Et le système conservation des sols permet de répondre à ces différents enjeux. Alors on parle beaucoup du climat pour différentes raisons. Un, parce que c'est un thème qui est assez physique, qui est facilement mesurable, avec des chiffres, avec même si c'est entre guillemets dans l'air, les gaz à effet de serre, en tout cas, les pollutions, on peut les mesurer. Du coup, la biodiversité est passée un peu à la trappe pendant plusieurs années parce qu'elle est un peu plus complexe à voir. On dit souvent qu'on en parle 8 fois moins que le climat, mais les deux sujets sont liés, notamment du fait des activités humaines qui nuisent aux deux dimensions. Dans tous les cas, on peut aussi agir sur les deux dimensions pour améliorer les choses. Un autre volet pour entrer dans le sujet, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, qu'on a abordé de manière transversale plusieurs fois. C'est quand même ça repose fortement sur la biodiversité, notamment celle du sol, que vous avez pu démontrer
dans les interventions juste avant. Et l'agriculture repose fortement sur ce secteur-là. D'ailleurs, l'agriculture et l'agroalimentaire sont les seuls secteurs, enfin, les premiers secteurs au monde qui reposent sur le plus de services écosystémiques en même temps. D'ailleurs, on peut dire que la moitié du PIB mondial repose sur ces services-là, qui sont offerts gratuitement à l'agriculture et à l'humain au sens large. Donc, il faut toujours avoir cette conscience-là. Et beaucoup sont aujourd'hui dégradés par nos activités collectives. En termes aussi de société, nos entreprises agricoles, agroalimentaires et autres sont soumises à différentes pressions qui s'amplifient, qui s'accélèrent depuis plusieurs années. Alors, il y a eu des pionniers déjà depuis le 19e siècle, il y a eu des mouvements de montée en puissance, un peu les mouvements les marginaux qu'on a mis de côté pendant longtemps, mais qui n'ont fait que s'amplifier jusqu'à aujourd'hui. Alors, on voit notamment les réglementations, c'est un sujet qui est assez juridique, mais qui lui-même dépend du politique et du reste. Le volet investisseur, la finance aussi, est de plus en plus soumise à des règles de transparence très fortes qui, après, elle le refait basculer sur les entreprises qu'elle finance, les ONG ou à droite. Les collaborateurs d'entreprise, on parle beaucoup d'engagement des collaborateurs ou qui refusent de travailler dans certaines entreprises. Et les consommateurs qui sont presque le niveau le moins, enfin, en tout cas le plus versatile en ce moment, pas forcément les plus prégnants malgré ce qu'on dit. Mais en tous les cas, il y a ces différentes sources de pression qui poussent nos entreprises à démontrer leurs preuves de durabilité. Alors, un autre schéma pour le représenter, il y a eu toute une histoire derrière. C'est monté en puissance progressivement. Il y a eu la préhistoire de la RSE avant les années 2000. C'était souvent les années 70 jusqu'à Sommet de Rio. Progressivement, on a avancé. Ce qu'il y a derrière ces schémas-là, c'est notamment dans le modèle économique classique, c'est de dire que ça repose sur une information transparente. On pousse les entreprises à communiquer leurs impacts, pour faire simple, de manière à ce qu'on sache et qu'on puisse agir de manière factuelle, que le marché puisse fonctionner à travers une information disponible. Alors, on est monté progressivement. Hein. Il y a eu au départ la loi NRE dans les années 2000. Après, il y a eu toute une décennie, depuis 2010, juste en France, par exemple, les lois biodiversité, loi AGEC, loi climat, entre autres. Puis maintenant, on parle beaucoup de durabilité du modèle. C'est un peu plus que la RSE. C'est l'idée, en fait, de combiner deux choses, à la fois un double projet, profitabilité et démonstration de l'impact, et de l'autre côté, un étau entre les limites planétaires qu'on a vues juste avant et les impacts sociaux juste en dessous, enfin des planchers sociaux qui sont juste en dessous. Notamment, on pourrait résumer par les objectifs de développement durable de l'ONU depuis 2015. On va essayer de mettre ça en forme pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc là, c'est un peu un schéma qui explique en bleu les limites planétaires en extrémité, au cœur les limites sociales et humaines. La ligne verte, c'est ce qu'on appelle la zone très limitée de la durabilité. On résume souvent ça par le donut, comme le gâteau rond avec le trou au milieu. Donc des différentes dimensions que tous les grands groupes doivent prendre en compte aujourd'hui, notamment. Et on peut appliquer ce schéma-là à une entreprise ou à un secteur, d'où le fait qu'il soit très, très utilisé en termes opérationnels. Mais si on applique ça à l'échelle mondiale aujourd'hui, on est à peu près là, c'est-à-dire que quasiment tout est rouge. Donc il y a besoin d'agir à tous les niveaux pour remettre tout ça d'équilibre. Et nos grands groupes, notamment je pense Nestlé aussi, est dans cette dynamique d'intégrer toutes ces dimensions à l'échelle planétaire de toutes ces sources d'approvisionnement. Donc on doit rendre des comptes sur tout ça, montrer qu'on n'exploite pas ni les humains, ni les ressources naturelles de manière abusive. Pour mettre ça en forme juridique, ce tableau remet un peu l'idée des 20 dernières années. C'est la création de tous les référentiels qui sont sortis à différents niveaux pour justement amener cette publication transparente des entreprises de manière cadrée, qu'il n'y ait pas de chiffres dans tous les sens, avec des méthodes différentes. Alors ça va du très généraliste tout en haut, notamment avec les normes ou les ODD de l'ONU. Progressivement, on descend vers les publications extra-financières. Les Américains, les Européens et d'autres pays, la Chine, ont leurs propres référentiels. Par exemple, la taxonomie qui est en plein développement aujourd'hui. C'est un peu catégoriser les activités économiques selon leur degré de durabilité. Et de là, après, ça ouvre les voies du financement bancaire. Et plus on descend, plus on rentre dans le climat, la biodiversité.
Et après, on intégrerait tout dans ce qu'on appelle aujourd'hui les comptabilités multicapitales. Donc, c'est ce que j'ai mis en bas à droite. C'est ce qui est en bas à droite. Donc, différents modèles aussi qui sont en développement aujourd'hui pour démontrer dans un seul outil que les entreprises ont des activités durables. Donc, tout ça, ça veut dire derrière, on doit démontrer dans toute la chaîne de valeur d'où viennent les ingrédients, enfin les intrants, on va dire, comment ils ont été produits. Et donc, ça exige, quand on remonte la chaîne, des chiffres à tous les stades, qui peuvent être perçus d'ailleurs comme des contraintes par les agriculteurs, et on peut le comprendre. Juste pour un dernier point sur ce volet, l'année 2023 est certainement l'année la plus grosse, la plus riche en sorties de référentiels nouveaux et de durcissement des conditions de transparence. Donc tout ça, à travers ça, vous avez en fait tout le cadre qu'il y a derrière les politiques RSE, dont on parle beaucoup, mais qui sont bien loin d'être uniquement volontaires, mais aussi très contraintes par la réglementation qui arrive. Donc voilà un peu ce premier cadre qui vous pose un peu le débat et pourquoi, comme Nestlé était juste avant aussi, pourquoi on vous demande tout ça et dans une logique de montrer que tout est fait de manière saine et durable. Alors en termes d'action, on va y aller progressivement. En termes d'agriculture, si on se passe à l'échelle d'une entreprise, même de l'exploitation agricole, la première étape à faire, c'est souvent l'analyse des risques, notamment dans notre contexte de changement climatique. Le premier, c'est les risques physiques que vous connaissez, donc le fait de subir les sécheresses, subir les glissements de terrain, etc., la hausse des températures. Le deuxième volet, c'est plutôt avoir conscience des risques de transition, certainement les plus riches, les plus durs à maîtriser aujourd'hui. Ça va être par exemple les réglementations, par exemple le carbone en est une, les changements de comportement des consommateurs, les changements technologiques aussi qui peuvent remettre en cause en fait votre entreprise et vos actions jusqu'à présent. Alors l'un des plus importants en transition, c'est les risques économiques et financiers que j'ai mis en valeur. Là, par exemple, tout ce qui est perte de clients, réduction des moyens de production, on vous retire des molécules, on vous retire des outils, des façons de faire que vous n'aurez plus le droit de faire au fil de l'eau. L'accès au financement, les fameux prêts à impact, où on vous demande des indicateurs de durabilité avant de vous prêter de l'argent. Par exemple, vous voulez acheter une moissonneuse-batteuse, démontrez-moi qu'elle aura un impact sur votre modèle agricole, ou exemple, ou tout ce qui est des outils un pulvé, ou même des outils qui réduisent le travail du sol, par exemple. Donc, là, on va aller jusqu'à ce niveau de détail à un moment donné. Et le dernier point, ce qu'on appelle les autres risques, plutôt juridiques ou de réputation. Pour prendre l'exemple de nos acteurs agroalimentaires, on avait une question tout à l'heure, pourquoi vous ne mettez pas en avant sur vos produits le fait de faire appel à de l'ACS? Parce qu'il faut pouvoir le démontrer, il faut de la preuve à tous les niveaux. Et si on s'amuse à dire j'en fais du 1% et tout mon produit est durable, derrière il y aura ce qu'on appelle le greenwashing. Et le greenwashing aujourd'hui est en train de se juridiciser. Il y a des procès qui sont en train d'émerger fortement et ça peut amener des remises en cause très fortes de contrats et de référencement dans les magasins. On peut même aller beaucoup plus loin et nos grands groupes sont soumis à cette pression-là. J'avais repris un volet, un extrait de Marc-André Sauce que j'aime bien, dont j'ai le livre actuellement au pied de mon lit. Je n'ai pas fini de le lire. Mais j'aime beaucoup ce côté, cette approche assez simple des sujets, revenir en fait aux fondamentaux du sol. Et moi, j'apprends beaucoup à chaque page. Et en tout cas, il y a l'esprit de dire, c'est un thème qui est important, mais en même temps, c'est aussi une source de solutions où on n'a pas encore tout exprimé. On ne sait pas tout. Donc, il faut être dans cette logique d'amélioration continue et de s'inspirer en permanence. Un autre point aussi, alors pour aller dans l'action plus concrète, la première chose à faire souvent, c'est de mesurer les choses. On ne sait pas d'où on part, en fait. Alors, il y a aussi une floraison ou un foisonnement d'outils de mesure qui existent sur le marché pour faire un premier état des lieux de la situation. Pas toujours précis, mais en tout cas, c'est une première approche, un pré-diagnostic. Alors, soit ils sont généralistes, soit ils sont par acteurs. Je ne vais pas tout citer, mais j'en ai mis quelques-uns. Mais me permet de savoir déjà d'où on part et sur quel point je peux prioriser mes actions. Le deuxième point, par rapport à l'agroalimentaire, fait pareil, nos grands groupes font pareil. Eux, ils auront pour obligation, dès juillet 2023, de réintégrer le scope 3 dans leur bilan gaz à effet de serre. Alors, comme l'a dit la personne de Nestlé, en fait, dans l'agroalimentaire, au moins les 2/3 de l'impact vient de l'amont agricole. Ce qui ne veut pas dire que le reste ne doit pas être modifié, mais en tout cas au moins les 2/3. Donc ça amène beaucoup d'exigences qui augmentent sur le volet amont. Donc du coup ça amène des besoins de mesures, de chiffres sur le terrain. Au début on n'a pas en phase volontaire, n'oubliez pas, on creuse, on regarde,
Mais il faut quand même s'attendre que dans les 3, 4, 5 ans, ce sera obligatoire et ça amènera justement à peut-être ou surtout d'ailleurs des déréférencements de produits. D'ailleurs, en termes marketing, l'impact environnemental est un élément à la fois de la détermination du prix, c'est aussi un élément pour être conforme à la réglementation, mais c'est aussi un élément de démonstration de la preuve, en fait, où à travers ces chiffres-là, on donne confiance aux consommateurs. Donc c'est vraiment voilà, c'est une base de données qui est enfin, une source de données, une source de données qui permet en fait de répondre à plusieurs enjeux actuels. Un autre aspect, je me suis permis aussi de remettre un peu dans l'espace-temps. C'est bon, j'ai l'autre partie. Remettre aussi en perspective sur le long terme. On a beaucoup, à travers l'histoire de l'agriculture, changé les mots, ou en tout cas, avec la science, on a amélioré les savoirs qui ont fait de l'incrémentation. À chaque fois, on a changé les mots. C'était pour remettre un peu en perspective que ce que l'on parle aujourd'hui comme étant innovant a souvent cheminé pendant plus de 100 ans avant d'arriver sur la scène, entre guillemets. Alors, agriculture régénératrice, on pourrait quasiment la mettre en 70, donc déjà quasiment 50 ans d'histoire, avant que le mot arrive dans le marketing des grands groupes agroalimentaires depuis une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment cet esprit de diffusion des idées, comment ça se passe. Donc, il ne faut pas avoir peur ce temps long en termes de changement et ne pas vouloir tout faire à court terme. Déjà, techniquement, ce n'est pas possible sur le terrain. Mais surtout, on voit très bien quand on a des confrontations de terminologie, les opposants ou les pros à un mouvement, il y a toujours une logique de débat d'idées permanente. Un autre volet sur l'innovation que j'aime beaucoup représenter, on mélange souvent beaucoup de choses, des termes, on dit que pas ACS, agriculture de précision, etc. On mélange un peu tout. L'idée, c'est qu'on a souvent une logique qui n'est pas sur le même niveau en termes d'intensité du changement. Par exemple, quand on parle de niveau bas, on est plutôt à dire je fais des petites choses, mais je ne remets pas en cause le modèle de base. Pour dire l'agriculture conventionnelle, par exemple, on modifie, on améliore l'efficience. En tout cas, on n'améliore pas la base. Après, il y a le volet substitution. C'est par exemple, pour illustrer, on me retire un produit chimique, je veux une alternative 1 pour 1. C'est un peu comme ça qu'on raisonne souvent en termes d'innovation. Et puis, il y a le dernier niveau d'innovation qui est de dire, mais en fait, reconcevons l'ensemble du modèle pour ne pas en fait chercher à résoudre problème par problème. Et c'est dans ce niveau-là d'innovation que se situe l'agriculture de conservation des sols ou agroécologie au sens large. Donc là aussi, quand on débat, on voit très bien où on se trouve et ce ne sont pas les mêmes choses dont on discute. Un autre point, alors, il y a eu des questions sur la transition, les freins et leviers au changement. J'essaie de les résumer. Moi, je suis à la base dans le management et la stratégie. Les motivations volontaires, alors il y a beaucoup de motivations qui poussent au changement, notamment les valeurs personnelles. Est-ce que je veux être tel type d'agriculteur ou pas? Ou est-ce que je veux produire tel ou tel type d'aliment en lien avec la famille, souvent? Il y a aussi plein d'autres choses qui sortent sur des électrochocs sous l'angle, non pas électrocutés, hein, mais sous l'angle, on a vécu un drame familial lié, je ne sais pas quoi, à la chimie, qui dit je veux passer à autre chose, etc. Il y a aussi le côté suivre son voisin. D'ailleurs, on l'aborde sous l'angle, mon voisin est un miroir qui m'empêche d'avancer. Il y a souvent l'idée que si le voisin fait des bonnes choses et puis que ça marche, si je lui parle, je peux avancer avec lui. Et en agriculture, c'est très, très, très important ce volet-là. Il y a aussi le volet plutôt économique. Je veux chercher plus de valeur ajoutée ou plus de rentabilité. J'ai parlé beaucoup d'agriculteurs de votre mouvement qui me disaient, mais au départ, j'ai commencé par l'économique parce que j'étais au pied du mur et en allant chercher des centimes, des euros, etc., à tous les stades, j'ai réussi à repenser mon système progressivement. Ça m'a beaucoup interpellé. Après, il y a le volet marché. Alors, je vous l'évoquais juste avant. Le marché, quand même, joue beaucoup. La réglementation joue beaucoup. Donc, c'est soit on l'anticipe et j'en fais un avantage concurrentiel, comme vous, je pense, vis-à-vis de Nestlé, par exemple. Ou alors, de manière subie, ça arrive et je m'adapte, mais je le fais de manière intelligente. Et après, il y a le volet plutôt, c'est un peu en lien avec le marché, le lien avec la réglementation. Là aussi, soit je l'anticipe ou je la mets en œuvre immédiatement, soit c'est les aides publiques qui me poussent à agir
en termes de changement. Alors, ce n'est pas le seul facteur, il faut le prendre un peu tous de manière systémique, mais en tout cas, le soutien public ont un rôle dans le mouvement, et notamment en agriculture. Sur le volet frein, il y en a plusieurs à différents niveaux. Au niveau du chef d'entreprise, il y a souvent le côté, les peurs ou incertitudes liées à son changement de modèle et de risque. Là aussi, il se pose la question de, mais j'ai quand même investi beaucoup, j'ai quand même des coûts, des dettes à rembourser. Donc comment je peux me passer de ça? Ou alors je l'ai, donc il faut que je m'en serve. Il y a ce volet-là. Je l'avais mis tout dans le point numéro 2 au niveau de l'exploitation. Il y a ce côté aussi apprendre par échecs successifs. Faut rester humble à chaque fois et se dire j'ai essayé, ça ne marche pas, pourquoi je n'ai pas réussi et je m'améliore pas à pas. Mais ça prend 20 ou 30 ans dans vos modèles. Donc ceux qui essayent maintenant, qui disent mais j'ai essayé de faire comme mon voisin, j'y arrive pas, ça ne marche pas, ça vaut rien. Il y a ce problème-là. D'ailleurs, on l'a vu dans les retraits de l'agriculture biologique en 2021. Une grosse partie vient des échecs des derniers convertis depuis 2017. En partie. Donc, voilà, il y a ce volet où on n'était pas prêt techniquement, mentalement et économiquement à faire ce changement. Et puis au niveau du territoire, on a abordé les filières, par exemple. Il y a tout le lien, par exemple, de filières qui disent je suis collecteur de céréales ou de colza. On demande aux agris de faire des légumineuses. Moi, je ne sais pas collecter, je ne sais pas faire des lots spécifiques dans mon usine. Idem par exemple sur la HVE ou sur la ACS. Si je collecte du blé en ACS, je le mets où? Est-ce que je le mélange ou est-ce que je le mets à part? Mais s'il y a trop peu de quantité, on ne peut pas faire ça de manière économiquement rentable. Donc ce sont des freins au changement au niveau des filières, très, très importants. Et puis après, il y a aussi le volet, par exemple, au niveau du conseil. Là aussi, un très gros frein au niveau du terrain qui est très identifié. Par exemple, sur le fait de changer de posture, pour résumer le sujet. Avant, on était très prescriptif. J'ai un problème, j'appelle le conseiller, il me donne une solution. Maintenant, c'est aussi un conseiller plutôt coach. Je fais appel à un groupe d'agriculteurs, ils testent sur le terrain et puis on apprend ensemble, collectivement, tout en étant plutôt un rôle d'animateur, mais moins un rôle d'expert thématique. Et ça, en termes de métier, c'est très engageant. Alors, il y a eu beaucoup de travaux menés sur le frein au numérique, par exemple, où on disait que les conseillers avaient peur du numérique, de peur de perdre leur fonction dans les entreprises. C'est humain, il faut l'intégrer, ça bouge, mais en tous les cas, c'est assez lent et il faut l'avoir en tête. En résumé, donc je dirais que c'est un processus qui est long. Le court terme n'a pas sa place, même s'il y a l'urgence des sujets. Il faut à la fois aller vite, mais prendre l'esprit du temps. C'est aussi une logique où on sait où on veut aller à terme, c'est-à-dire réduire nos impacts, etc. Mais à court terme, on est un peu dans le brouillard. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de méthode ou de chemin tout droit. On ne sait même pas si ce qu'on met aujourd'hui en place sera encore bon dans 3 ans. Mais il faut avancer avec cette incertitude en permanence et en toute humilité. Après, il y a aussi le volet, on l'a abordé aussi sur les besoins en termes de formation. On l'a vu sur l'aspect technique, gestion de projet, le conseil et puis l'évolution des politiques publiques. En ce sens, la PAC évolue progressivement pour encourager des bonnes pratiques progressivement sur base de résultats. Mais il faut aussi rester humble sur la mesure. Le thème du carbone, par exemple, n'est pas non plus le sujet le plus facilement le plus sûr, entre guillemets, en termes de mesure. Je me suis permis de reprendre l'anaphore de M. Mandin dans l'une des dernières lettres d'info. Ça faisait un peu penser à François Hollande avec moi président. Mais j'aime beaucoup ça, encore une fois, parce que dans l'esprit de la stratégie, il faut aussi, pour amener le changement, écrire un nouveau récit. On appelle ça un nouveau récit. Vous avez, je pense, écrit la structure du nouveau récit. Je pense que Jean-Pierre Sartou a les éléments de preuve pour démontrer chaque élément. Par exemple, on dit souvent que votre modèle amène à 15 pour 1000 en termes de stockage de carbone. C'est quand même 4 fois plus que l'objectif aujourd'hui qu'on s'assigne pour dire le rôle de l'agriculture dans le changement climatique. Les chiffres de Earthworm que j'ai lus ce week-end disaient plutôt, sur les 240 agriculteurs testés, eux, ils sont autour de 4,6 pour 1000. Donc on voit à peu près le niveau de décalage, mais en tout cas, ils sont dans la bonne voie. Il n'y a pas de critique sur ce point. Donc voilà, l'idée, vous avez le récit, maintenant il faut réussir à le porter, à le solidifier pour amener progressivement un nouveau récit qui pourrait compléter celui qu'on a créé il y a 50 ans, qui était nourrir le monde. Là, on peut associer nourrir le monde et protéger le vivant, protéger la planète et en même temps produire de la nourriture en qualité.
Donc voilà, en termes d'éléments de conclusion, je ne me permettrai pas de conclure brut pour point, mais l'idée c'est qu'on est dans une phase de transformation de tous nos modèles économiques d'entreprise, notamment en agriculture et en agroalimentaire, qui dépasse la seule production d'aliments. On est au-delà de ça aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Il y a l'idée de réintégrer le temps long aussi et d'agir collectivement. On l'a vu avec les Nestlé, entre autres, ou Earthworm, tout un mélange de compétences. Et je mettrai aussi tous les scientifiques en gestion et en économie que j'ai mis en valeur indirectement dans ma présentation. Eux aussi jouent un rôle dans l'innovation organisationnelle qui apporte un élément d'éclairage. Et puis, je pense, moi, je suis assez positif de me dire que ce moment un peu de chamboulement, je sais qu'il est assez créateur d'anxiété pour beaucoup de monde, mais moi, j'y vois plutôt, parce que j'ai que 40 ans peut-être, mais j'y vois l'idée en fait que c'est un moment de richesse entrepreneuriale et remettre en cause toutes les choses, je trouve ça assez excitant en termes de projet d'entreprise et j'espère que le monde agricole va se l'approprier de manière positive comme une opportunité. Voilà en termes de... Merci Francky. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des questions. Là.